L'enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette émission spéciale. L'actualité nous oblige quand même à nous intéresser à ce qui se passe non seulement au Bénin, mais autour du Bénin, parce que le Bénin est un pays qui ne saurait vivre en autarcie. Nous sommes entourés par des pays avec qui nous entretenons quand même des relations humaines, des relations commerciales, des relations diplomatiques. Et au nom de ces relations, nous sommes influencés par ce qui se passe dans tous ces pays-là. Et il y a un de ces pays aujourd'hui, le géant francophone de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'il y a le géant nigérian qui est là, qui souffre, mais aujourd'hui, nous sommes dans ce studio pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le 31 octobre prochain, il y aura la présidentielle. Et nous savons que depuis quelques mois, depuis, disons, 2 mois déjà, ça a commencé à chauffer. Depuis l'annonce de la candidature du président Ouattara, après le décès de son dauphin qui était désigné. Et donc, vous savez que depuis que Ouattara a dit qu'il ne saurait laisser Bédi aller aux élections sans lui, il s'est présenté et ça a mélangé la carte politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a pas mal d'actions, il y a des heures qui se passent dans plusieurs endroits en Côte d'Ivoire. Abidjan, ça chauffe, Daloa, ça chauffe, beaucoup de villes quand même, et ce n'est pas la joie. Les Ivoiriens voient venir le spectre de 2010 et c'est un spectre qu'il faut faire fuir tout de suite. Et c'est ça ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet, nous avons 2 invités sur ce plateau. À ma gauche, nous avons le docteur Tramand Bouko. Il fait de la géopolitique, il fait les relations internationales, il est enseignant. Monsieur Bouko, bonjour. Bonjour, monsieur Carl. Comment allez-vous? Très bien, merci. En face de vous, nous avons un Ivoirien qui est bien placé pour nous parler de la crise ivoirienne parce qu'il s'est retrouvé en terre béninoise suite à la crise de 2010. Il a pour nom Aka Mesmer Witi. Bonjour, monsieur Aka. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Comment va la Côte d'Ivoire? Bon, très mal. Pourquoi? Comme vous le savez, suite aux événements de 2011, il y a eu d'abord près de 50 000 Ivoiriens qui sont sortis hors de la Côte d'Ivoire et qui se sont vraiment éparpillés dans toute l'Afrique de l'Ouest, surtout au Bénin, au Togo, au Ghana. Et après, de là, ils sont partis au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, en Mauritanie. Aujourd'hui, nous sommes près de 50 à 60 000 personnes qui sont hors du pays, y compris même des militaires, des gendarmes, des policiers et tout ça là. Donc, il faut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est sortie du pays. Et ceux-là, ils ont un souci majeur de retourner dans leur pays, mais c'est difficile. C'est difficile, ils sont à l'étranger parce que quand vous voyez ce qui se passe, on se sent mieux ici que d'être là-bas. Parce que là-bas, c'est la mort, ici, c'est la vie. Ah oui. Et qui peut aller vers la mort? Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays qui représente la mort à tous les niveaux. Même quelqu'un ne peut pas aller investir en Côte d'Ivoire présentement parce qu'on n'est pas sûr de la Côte d'Ivoire. On n'est pas du tout sûr de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays incertain. La Côte d'Ivoire est un lendemain incertain. Et en Côte d'Ivoire, on ne voit pas la vie, on ne voit que la mort. Si vous voyez chaque jour ce qui se passe en Côte d'Ivoire,
On a l'impression que Dieu a oublié la Côte d'Ivoire. Monsieur Aka estime que Dieu a oublié la Côte d'Ivoire. Monsieur Bouko, vous êtes en face de lui. Vous avez suivi l'actualité récemment et beaucoup d'Ivoiriens sont en dehors de leurs frontières. Et que se passe-t-il en Côte d'Ivoire, Monsieur Bouko? Oui, mais je crois que je voudrais d'abord revenir sur l'intervention de Monsieur Aka. Oui. Moi, je dirais que la Côte d'Ivoire se porte mieux et non mal. Comparé à 2010-2011, moi, je pense que quelque part, il y a des efforts qui ont été faits sur le plan politique, sur le plan juridique, etc., quand même sur le plan sécuritaire, pour que quand même certains Ivoiriens qui avaient fui les violences post-électorales puissent revenir chez eux. Mais aujourd'hui, parlant des chiffres, il a indexé directement l'économie, que la Côte d'Ivoire se porte mal. Les chiffres au moins sont là, tout au moins, aujourd'hui. Que, bon, on ne peut pas investir en Côte d'Ivoire. Là, je ne suis pas totalement d'accord avec M. Aka. Les chiffres sont là depuis de 2011 à 2020. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas un spécialiste des questions économiques, mais tout de même, on sait que quand même la Côte d'Ivoire fait partie de cette locomotive, hein, donc de l'Afrique de l'Ouest, quand il s'agit des prouesses, des efforts en matière économique et de développement. Et c'est vrai, il y a eu des frustrations, il y a eu de part et d'autre des violences que l'on a notées entre 2010 et 2011, mais je crois quand même quelque part, on ne peut pas aujourd'hui dire que la Côte d'Ivoire se porte mal. Pour moi, comme la plupart des pays africains, la Côte d'Ivoire, je dirais qu'elle se porte mieux, pour ne pas dire que son économie se porte plus ou moins bien. Docteur Bouko, je vous ai suivi avec attention et j'ai retenu ce matin des propos de Maman dans sa chronique qui disait qu'en Afrique, quand on vous dit après les élections, ça veut dire que c'est l'incertitude totale. Quand vous avez une affaire et on vous dit après les élections, il veut dire qu'il faut prier pour que les élections se passent bien, pour qu'on puisse vraiment faire cette affaire. Et aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire, nonobstant tout ce qu'il y a eu comme progrès sur le plan économique et tout, c'est le point sécuritaire qui se pose. Les élections sont là, il y a des morts qui sont quand même dénombrés et ça ne fait que croître. Vous pensez que ça va vraiment mieux? Oui, mais M. Karl, écoutez, comme je vous l'ai dit, je crois seulement hier, dans une interview, oui, les élections les plus dangereuses en Afrique, ce sont les élections présidentielles. Oui. Surtout en Afrique. Ailleurs, les gens sont arrivés à surmonter déjà cette épreuve. Mais apparemment, c'est maintenant que nous sommes en train, donc, c'est devenu une période d'épreuve douloureuse, pas pour les politiciens qui vont aux élections, mais surtout pour les populations qui n'arrivent pas en réalité ou qui n'ont pas d'autres sources de moyens ou bien d'autres sources pour pouvoir fuir lorsque cela dégénère, comme c'est le cas le plus souvent. Je crois que ce n'est pas une première. Ce n'est pas une manière donc de soutenir la chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions comprendre que les élections présidentielles, quelles soient présidentielles, législatives ou communales, qu'on puisse comprendre qu'en Afrique, que les élections, c'est une fête. Ce n'est pas un Togolais qui viendra diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un Burkinabé qui viendra diriger la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Il faudrait quand même que nous puissions comprendre que les périodes électorales en Afrique doivent être des périodes festives. C'est vrai, même aux États-Unis, ça se flèche de gauche à droite, entre les républicains et les démocrates, c'est vrai. Et si on peut se limiter aux pics verbaux, et voilà, je crois que quand même quelque part, mais en Afrique, nous allons au-delà. Et c'est ça qui est dommage. Voilà, c'est-à-dire, nous prenons les élections comme une fin en soi. On se dit, bon voilà, c'est un point de non-retour, ça passe ou ça casse. Il faudrait que nous puissions arrêter avec cette philosophie, que si ce n'est pas moi qui gagne, ce serait le voisin. Et demain, et le même soir, je suis à sa table pour que nous puissions déjeuner ensemble. Puisque c'est l'intérêt général, l'intérêt de la nation qui doit être la priorité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique, de façon générale, en Afrique subsaharienne. Et c'est ça qui fait que nous assistons à ces agitations, à ces passions, à ces déchirements qui malheureusement ne profitent pas aux populations, qui malheureusement ne profitent pas à la sécurité, qui malheureusement ne profitent pas au développement, etc. etc. Justement, M. Bouko, nous savons qu'aujourd'hui, dans le cas ivoirien, nous avons quand même 4 personnes qui se font face. Il y a un certain KKB qu'on n'arrive pas à situer véritablement sur l'échiquier. Il se penche un peu du côté d'un Ouattara qui est en train de briguer un 3e mandat. Et en face de Ouattara, il y a quand même 2 autres
poids lourd de la politique ivoirienne, qui sont cet ancien ami, sinon frère de Ouattara et Henri Konan Bédié, parce qu'ils ont fréquenté ensemble, ils ont vécu au clocher de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire leur a tout donné. De la RHDP également. Donc la Côte d'Ivoire leur a tout donné. Aujourd'hui, ils se font face. Et à côté de Bédié, nous avons un certain Pascal Affi-N'Guessan. Et ces deux derniers que j'ai cités, je veux dire Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié, ont souhaité que le processus électoral soit suspendu, qu'il y ait une période de transition et que les élections soient reportées. Monsieur Aka, quelle est votre lecture de cette situation? Bon, ça, vraiment, je voulais d'abord revenir au docteur. Je vous le permets rapidement. Quand il a dit que la Côte d'Ivoire va mieux. Oui. Vous savez, lui, il est hors de la maison. Donc, quand il voit les gens s'habiller, puis il sort, il dit dans cette cour-là, les gens sont heureux. Oui. Mais c'est les gens ceux qui savent comment ils gémissent dans leur maison. Nous sommes aujourd'hui à 60 personnes mortes, plus de 60 personnes qui sont mortes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 blessés. Au jour où je vous parle aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 personnes mortes et nous sommes à plus de 1000 blessés. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire va bien. Nous sommes à plus de... Bien, non, mais ça ne va même pas mieux. Parce que la mort d'un homme en Afrique, quand une seule personne meurt en Afrique, ça dit que la mort, là, cette mort-là, ça touche toute une collection de personnes. C'est comme quand vous envoyez une seule personne en prison en Afrique. Ne croyez pas que celui que vous avez envoyé en prison, c'est celui que vous avez envoyé en prison. C'est ses frères, ses cousins, ses neveux, sa famille, sa région que vous avez envoyé en prison. Donc quand 60 personnes meurent, imaginez-vous combien de personnes qui ressentent la douleur. Or, il y a plus de 60. Et il y a plus de 10 à 15 maisons brûlées. Nous allons à près de 50 à 60 véhicules de transport commun et de véhicules personnels qui sont brûlés. Vous n'allez pas dire que dans ce pays-là, ça va mieux. Ça ne va pas mieux. La Côte d'Ivoire va mal. Et nous, les Ivoiriens, nous avons mal à la Côte d'Ivoire. Mais nous avons mal à Ouattara. Il faut qu'on le dise. Voilà un homme qui n'est pas cohérent et qui ment avec foi, qui ment honnêtement. Un homme qui ment avec foi et qui ment honnêtement. Moi, j'ai été surpris. Lorsque Cissé Bakongo, et même par la voix de celui qui vient de décéder, Koulibaly, ils sont passés sur toutes les chaînes pour dire que Ouattara ne sera pas candidat. Et Ouattara lui-même, par sa propre voix et sa propre parole, a dit devant les Ivoiriens que je ne serai pas candidat. Mais le RHDP, c'est une conjugaison de plusieurs intelligences. Oui. Alors, si Ouattara ne peut pas être candidat, est-ce qu'une autre personne ne peut pas être candidat? Et Ouattara, aujourd'hui, il est en train d'amener, c'est-à-dire il est en train de pousser la Côte d'Ivoire vers le spectre de la guerre. Il est en train de nous envoyer directement dans le mur. Par lui, sa seule position, de ne pas pouvoir trouver quelqu'un au RHDP où il y a des multitudes de docteurs, de professeurs, des agrégés, des professeurs à l'université, des juges, des avocats, pour être candidat. Et qu'à part lui, Ouattara, sans lui, Ouattara, le RHDP ne pourrait vivre. Donc, je voudrais dire là que la Côte d'Ivoire ne va pas mieux, mais la Côte d'Ivoire va mal. Maintenant, vous avez posé un problème qui est relatif au problème de Affi-N'Guessan, de Henri Konan Bédié. Je pense qu'il n'est jamais tard de faire mieux. Il n'est jamais tard pour faire mieux. Dans ce problème-là, ce qui me surprend un peu, c'est la malhonnêteté de la communauté internationale. Oui, lorsque nous avons, la Constitution ivoirienne dit que lorsqu'une partie de la Côte d'Ivoire est prise, ou bien elle est occupée par une guerre, ou bien par une rébellion, on n'organise pas les élections. C'est ainsi que Gbagbo a prolongé son mandat jusqu'en 2010 pour qu'il puisse avoir un accord avec Soro Guillaume pour organiser les élections. Donc, il devait être élu pour la deuxième fois. Quand Gbagbo a été élu pour la deuxième fois, la communauté internationale a trouvé qu'un homme qui est beaucoup nationaliste comme Gbagbo ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Ils ont créé tout ce qui est condition pour l'investir du pouvoir. Oui. Et après, Ouattara lui-même, sans autre forme de procès, sans réflexion, il y a eu Ouattara, il y a eu Soro Guillaume, il y a eu le même Bédié, ils se sont mis d'accord pour envoyer Gbagbo en prison. C'est les trois qui l'ont envoyé en prison. Ils se sont mis d'accord, ils l'ont envoyé en prison. Aujourd'hui, Soro Guillaume et Bédié constatent que Ouattara avait fait ce que Gbagbo avait fait. Mais ce que Gbagbo n'a même pas fait, parce que Gbagbo était à 2 mandats. Mais ici, Ouattara va à un 3e mandat. Et la même communauté internationale reste muette. Elle n'est même pas capable de voter une résolution pour dire que
il faut sanctionner Ouattara. Mais mieux, elle l'accompagne par la voix de la France. La France dit aux autres, bon, vous devez aller aux élections, essayer d'élever des mots d'ordre et que vous vous mettiez d'accord, organiser les élections parce qu'il faut que les élections soient transparentes et que tout se passe très bien. Bon, ça, c'est des grandes écoles, hein, parce que, vous savez, la vie est une école. La position de Soro qui a permis que Soro soit Premier ministre jusqu'à président de l'Assemblée nationale, en quittant l'université, n'ayant même pas une maîtrise, ça a compris qu'en Côte d'Ivoire, pour devenir un homme politique, il faut faire une rébellion, simplement. Sinon, il faut se poser. Donc, ça dit que ça, c'est des mauvais enseignements qui font école. On va très loin, on constate que la communauté internationale, c'est elle qui est Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris que la communauté internationale ne peut pas régler le problème. Et Bédier, j'ai dit qu'il n'est jamais tard pour faire mieux. Bédier a compris qu'il a fait une erreur. Le petit Soro Siromel a compris qu'il a fait une erreur. Donc, ils ont compris qu'il faut régler le problème de la Côte d'Ivoire. Mais le régler comment? Dis à Ouattara que tu as fini de faire tes 2 mandats, il faut partir. Oui, merci M. Aka. M. Bouko, je vais vous permettre de répondre à M. Aka, mais en même temps, vous allez embrayer pour me soulever ceci. Aujourd'hui, vous avez dit que ça va mieux en Côte d'Ivoire, mais je connais au moins 3 Ivoiriens qui ont envie de rentrer en Côte d'Ivoire et qui ne peuvent pas le faire. Je vais en citer 2, Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Oui, monsieur Karl, le problème est celui-ci. Lorsque vous avez des ennuis judiciaires dans votre pays, mais le droit dit quoi? Vous avez le droit à la défense. Vous pouvez rentrer chez vous et vous faire écouter par la justice. Si vous vous reprochez des choses... Oui, mais il me semble que Gbagbo, il a réclamé un passeport qu'il n'arrive même pas à avoir pour rentrer. Justement, j'en viens là-dessus. Puisque vous savez... D'accord, je vous écoute. Vous savez, monsieur Gbagbo, le président Gbagbo, d'accord, c'est quelqu'un qui incarne un charisme. Vous voyez, un charisme de leader en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'est pas un citoyen ordinaire, comme n'importe qui, comme n'importe quel autre Ivoirien. Vous voyez, vu l'influence que le président Gbagbo va drainer une fois qu'il rentre chez lui, ça pourrait un peu bouleverser les cartes sécuritaires ou les cartes de la stabilité dans la région, ou bien dans le pays de façon générale. Et c'est à cela que les autorités ivoiriennes ont pensé très tôt pour dire, mais écoutez, parce que le jugement, et je vous rappelle, le jugement n'est pas totalement terminé au niveau de la haie. Vous savez, je rappelle que la procureure a fait appel et que le jugement n'est pas encore totalement terminé. Alors, relâchez... Pourquoi vous en parlez? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas jugé carrément en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne le laisse pas rentrer pour le juger en Côte d'Ivoire? Oui, mais écoutez, il y a un dossier à l'interne, un dossier de la... Le dossier de pourquoi il n'ouvre pas? Il veut rentrer? En fait, c'est deux faits différents. Hein. Okay. Laurent Gbagbo se trouve à La Haye pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À l'interne, je veux parler, donc à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a un dossier qui ne dépend pas de la Cour pénale internationale, qui dépend de la juridiction des juridictions ivoiriennes. Il s'agit donc du braquage de la BCEAO. D'accord. Ça, c'est 2 choses différentes. Donc, si éventuellement, même s'il revenait, parce qu'il vous souvienne déjà qu'il a été déjà condamné à 20 ans par contumace. Par contumace, oui. S'il revenait, imaginez ce que cela pourrait créer comme trouble. Moi, je me mets un peu à la place des autorités pour juger et apprécier. Donc, délivrer un passeport au président Laurent Gbagbo et lui permettre de rentrer en cette période très critique, je vous ai dit, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est dans tous les pays africains, les périodes électorales, surtout quand il s'agit des élections présidentielles, c'est un tournant très dangereux. Vous pensez qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence et de sagesse. Vous pensez que c'est une solution qui soit dehors, il est dehors, mais ça chauffe quand même. Oui, mais le problème, je dis, qu'il a des ennuis judiciaires. Il y a des choses qu'on lui reproche. Je voudrais revenir par rapport à la candidature du président Ouattara. C'est vrai, il a dit il y a de cela quelques mois qu'il ne va pas briguer un 3e mandat, il y a un dauphin. Mais M. Aka, écoutez, la mort, ce n'est pas quelqu'un qui le programme. Il a un dauphin, Gon Coulibaly, qui était là. Et c'était clair. Bon, voilà, le schéma est clair. Parce que le problème, c'est quoi? Si, également, en tant que leader d'un parti politique, Gon Coulibaly est celui-là qui pourrait plus ou moins faire l'unanimité. Je dis bien plus ou moins, ce qui est clair. Un candidat ne pourra pas à 100% faire l'unanimité, même au sein de son parti. Ce n'est pas évident. Mais celui-là qui pourra plus ou moins accorder les violons sur le choix du RHDP, c'est Gon Coulibaly.
personne ne prévoit un décès. C'est quelque chose qui est naturel. Je reviens, laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Non, permettez, docteur, permettez. Oui. Non, une minute, parce que vous êtes docteur, vous êtes docteur en relations internationales. Et donc, vous voulez dire que les élections qui sont passées, puis le président Talon a été élu. Et Yahi Boni a présenté Daniel Zinsou. Et selon les lois ici, et que Yahi Boni n'avait pas le droit de faire un troisième mandat, mais si Zinsou mourait, comme ces personnes qui présentent, il n'y a aucun Béninois qui programme la mort, donc Yahi, si l'autre mourait, Yahi avait le droit de faire un troisième mandat. C'est ce que vous voulez dire? La Constitution, non, la Constitution ivoirienne dit qu'on fait 2 mandats. Et comme l'autre vient de mourir, c'était la Troisième République, non, on était même qui a été adoptée non, attention. Justement, docteur, si vous évoquez la Nouvelle République, la Nouvelle République en Guinée nous a conduit là où on est là. Nous sommes dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Restons dans le cadre. Vous voyez, il y a un droit, il y a ce qu'on appelle, il y a le droit qui existe. Le droit positif, oui, je suis d'accord. Il y a les lois, il y a l'esprit des lois. Et c'est là le bas blesse en politique. Vous comprenez? Puisque chacun essaie d'interpréter les lois constitutionnelles selon les avantages qui sont les siens. Chacun tire le droit de son côté. Pour ne pas être qui tire le droit de son côté. Voilà, et là de tirer le droit de son côté, de tirer la loi de son côté, mais chacun tire le droit de son côté pour y voir son avantage. Oui. Cette constitution-là a été adoptée à l'unanimité et c'est une nouvelle république qui permet au président Ouattara de faire un premier mandat dans une nouvelle république. C'est clair dedans. Ils le savent. Donc, il peut envisager ils le savent. Ce qui fait que, monsieur Aka, ce qui fait que, si vous vous souvenez bien, lorsque le président Ouattara a fait une déclaration qui ne veut pas être candidat, ce n'est pas qu'il a dit qu'il ne peut pas être candidat. Moi, je l'ai suivi en 7e. Il s'est adressé à l'Assemblée, il dit « Je ne veux pas être candidat » parce que la Constitution le lui permet. Entre vouloir et pouvoir, si tel était le cas, il allait dire « Je ne peux pas être candidat » alors que la nouvelle Constitution a été adoptée. C'est ça le problème. C'est un piège qui se referme sur les grands leaders. Et aujourd'hui, je suis désolé d'apprendre que ces barons d'hier qui ont voté cette constitution, je vais parler d'Henri Konan Bédié et Afi Nguesson, tous ceux-là qui avaient adopté, qui aujourd'hui se retirent. Si vous ne voulez pas aller aux élections, pourquoi vous déposez votre candidature? C'est comme si vous voulez effectuer un voyage. Vous venez à l'aéroport, vous remplissez les formalités, vous achetez le billet d'avion, vous remplissez les formalités administratives au niveau de l'aéroport. Dès que vous finissez de remplir les formalités, vous êtes à la salle d'embarquement, vous dites non, où sont les autres passagers? Je veux voyager avec tel autre. S'il y a ça, l'avion ne part plus. Mais je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous n'avez pas envie de prendre part aux élections, ce n'est pas la peine de commencer à remplir les formalités. Et je crois que ce mot d'ordre de boycott, à mon avis, c'est quelque chose qui ne pourra pas prospérer. Bon, ça je suis d'accord, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait le boycott actif en Côte d'Ivoire. En 1995, nous avons fait le boycott actif. Le FPI a décidé de ne pas aller aux élections, le président Gbagbo, contre le président Bédié. Et à son temps, il y a, comment on appelle, le président Vaudier, du PIT, qui est parti aux élections. Oui. Malheureusement, il est allé accompagner le président Bédié parce qu'il sait qu'il n'était pas éligible. Le président Bédié s'est bien installé, on a vu la suite. Ce n'est pas là le problème. Vous savez, le problème, c'est que quand on est élu, c'est des hommes qu'on dirige. Et les hommes, c'est comme vous, des enseignants qui êtes dans les classes. Pour qu'ils puissent avoir les cours, il faut qu'il y ait les élèves et les enseignants. Si les élèves sont présents, qu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de cours. Si les enseignants sont là, que les élèves ne sont pas là, il n'y a pas de cours. Alors, quand on est président, on dirige qui? C'est les Ivoiriens. Si les Ivoiriens ne veulent pas que tu les diriges et qu'une telle situation continue, la situation qui prévaut là, continue de prévoir jusqu'à un moment, tu vas constater qu'il y a un problème. Mais il y a un problème. Si vous êtes sûr de vous-même, pourquoi ne vont-ils pas aux élections? Les élections, c'est dans 9 jours. Pensez-vous que dans la situation actuelle, il serait aisé d'aller aux élections en Côte d'Ivoire? Laisse-moi finir, parce que lui... Oui, monsieur Aka, il va répondre, il reprend la parole. Attention, parce qu'il a dit que nous avons accepté de participer aux élections. Oui. Mais nous avons accepté de participer aux élections parce que on était convaincu que Ouattara ne peut pas partir. Ouattara dit la Constitution ne me permet pas d'aller aux élections. Donc je ne me présenterai pas pour un troisième mandat. Il a été clair. Et sur Afrique Média, si c'est Bakongo, a dit la Constitution ne permet pas à M. Ouattara de briguer un troisième mandat. Ce n'est pas lui seul qui l'a dit. Et le ministre de la Justice a dit la Constitution ne permet pas à M. Ouattara de briguer un troisième mandat.
Sur ce, Ouattara a pris la décision de choisir Gon Coulibaly. Mais si Gon Coulibaly meurt, c'est mieux. Au moment où il choisissait Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire a décidé aujourd'hui qu'il y a un vice-président. Donc Gon Coulibaly partait aux élections sûrement avec son vice-président. Si Gon n'est pas là, son vice-président est là. Alors pourquoi subitement, ou bien Ouattara savait bien qu'il devait aller faire le 3e mandat, mais il savait bien que Gon Coulibaly qu'il a présenté devait mourir dans quelques mois. Non, écoutez. Oui. Non, mais c'est pas facile de prévoir la mort. Oui, s'il vous plaît, monsieur Aka, permettez-moi, donnez-moi 5 secondes rapidement pour vous dire quelque chose. 5 secondes. Écoutez, vous savez, lorsque vous êtes sûr que vous êtes populaire, que vous avez la légitimité en Côte d'Ivoire, pour mémoire, je vous rappelle ceci. Senghor a sauté le verrou de la Constitution au Sénégal. Il a été battu par Diouf, par Abdou Diouf. Abdou Diouf, à son tour, a sauté le verrou de limitation des mandats, a été battu par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, à son tour, a sauté le verrou de limitation de mandat, il a été battu par Macky Sall. C'est au Sénégal? Au Sénégal. D'accord. Macky Sall, qui finit son mandat en 2023, est en train de vouloir suivre le chemin de ses prédécesseurs. Et il sait ce qu'il attend. C'est de cela qu'il s'agit, M. Aka. C'est de cela qu'il s'agit. Je suis content. C'est de cela qu'il s'agit. Je suis content. Au cas où, si vous pensez que le président Ouattara a violé la Constitution en sautant les verrous de limitation du mandat, qu'il aille aux élections, si réellement il est populaire ou pas, permettez au peuple, comme au Sénégal, de décider. Si par 3 fois de suite, Senghor et Abdou Diouf et Wade ont été battus par leurs successeurs, pourquoi cela n'est-il pas possible en Côte d'Ivoire? Oui, ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, 3 fois 3 fait 20. 3 fois 3 fait 20. En Côte d'Ivoire, 3 fois 3 fait 20. Je ne connais pas cette l'autre côté, au Sénégal, 3 fois 3, au Sénégal, 3 fois 3 est égal à 9. Mais en Côte d'Ivoire, avec la CEI qui est là, 3 fois 3 fait 20. Donc c'est ce que les Ivoiriens... Deuxième élément, M. Ka. Permettez-moi de placer un mot d'abord parce que M. Aka, vous l'aviez interrompu tout à l'heure. Je vais lui permettre quand même d'aller au bout de son intervention. Non, il y a une deuxième idée. Je lui permets, je vais rappeler qu'au moment où les gens déposaient la candidature de Gbagbo avait été déposée, la candidature de Guillaume Soro avait été déposée. Et tout cela formait quand même un clan contre Ouattara. Et je ne sais pas si le fait que cette candidature soit rejetée et influencer la décision de ces deux leaders-là par la suite. Vous êtes assez impliqué dans la politique ivoirienne, parlez-nous-en. D'abord, j'ai dit qu'en commençant, il dit Ouattara ment avec foi. Ouattara, c'est un garçon qui ment avec foi. Il ment honnêtement. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Et ce n'est pas avec ce genre de personnes-là qu'on signe un accord. Monsieur Aka, vous avez peur d'aller aux élections? Vous avez peur d'aller aux élections. Je dis que l'opposition n'a pas un projet de société fiable qu'il peut présenter au peuple ivoirien. C'est tout le problème. Pourquoi ne pas faire bloc? Je peux simplement lui répondre. Mais en Afrique, pourquoi ne pas faire bloc? Je vais lui, ce qu'il ne sait pas, depuis que la Côte d'Ivoire, le premier parti qui a fait une proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire, c'est le FPI. Et Laurent Gbagbo, à son actif, doit avoir 10 ou 15 livres. Et l'un des plus grands livres qu'il a écrit, il dit proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire par les urnes. Et quand il est allé aux élections en 90, il dit un projet de société pour la Côte d'Ivoire. Donc le projet de société a été, le premier parti qui a envoyé le projet de société en Côte d'Ivoire, c'est le FPI. Donc moi je ne pense pas que le FPI aujourd'hui, où ils ont géré le parti, ils ont géré le pays pendant 10 ans, ils viennent du pouvoir et ils ne peuvent pas avoir un projet de société. Il dit c'est faux. Ça, c'est faux. Maintenant, l'autre côté, quand il dit que nous ne sommes pas l'opposition, parce que moi, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas RDR, je ne suis pas PIT. J'étais à l'HDP? Je ne suis pas à l'HDP, je suis ivoirien. D'accord. Moi, si je voulais m'inclure, quelque part, j'allais m'inclure dans la logique de la société civile. Okay. Je suis ivoirien. Je vais très loin. Et il y a une situation qui se pose. Les gens ont dit, bon, si vous voulez qu'on parte correctement aux élections, il faut qu'on arrive à faire la réforme et la réforme de la CEI. Et que nous y soyons. Et qu'ensemble, d'un commun accord, nous voyons de l'œil de lynx les résultats. Ce que le parti au pouvoir ne veut pas accepter. Alors, les gens savent que les dés sont déjà pipés d'avance. Ils comprennent très bien pour les membres de l'opposition qui ont claqué la porte de la CEI. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis convaincu. Je suis convaincu. Ça va dépendre.
je pense qu'il n'y a aucune force qui est plus forte que le peuple. Oui. Vous savez ce qui fait la force de l'armée? L'armée en Côte d'Ivoire, c'est 60 000 hommes. Oui. La population, 60 000 hommes, la population ivoirienne fait au moins 35 000 hommes. Le problème, c'est que le civil est désorganisé, l'armée est organisée. Et l'armée a des moyens. Avec ces moyens-là, ils arrivent à repousser la population. Mais quand la population décide de repousser l'armée, quand l'armée tire, chaque militaire qui tire sur son cousin, son neveu, son oncle, sa tante. Donc, ils finissent par se rendre compte après que ça vaut mieux de ne pas tuer toute la population pour un seul individu. Et souvent, ils retournent. Oui. Ça peut arriver. Oui. Mais une situation est claire. Ouattara peut tout faire et puis s'imposer. Oui. Et gagner les élections. Oui. Gbagbo a gagné les élections en 2011. Le Conseil constitutionnel par Yao Paul Ndri a appelé Gbagbo. Gbagbo a prêté serment. Oui. On l'a enlevé. Et de là, il est parti en prison. Oui. Bon, c'est des trucs qui sont écrits. Donc, les gens doivent comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de gagner les élections qui fait qu'on est président. Et ce n'est même pas le fait d'aller prêter serment qui fait qu'on est président. Mais c'est votre capacité, votre qualité à pouvoir gouverner le peuple ivoirien, si seulement si le peuple veut que vous arrivez à les gouverner, qui fait de vous un président. Alors, si le peuple se révolte jusqu'à ce niveau-là, le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. D'accord. Merci, M. Aka. Oui. M. Boukou, vous allez y aller, mais permettez-moi, vous allez nous parler. Est-ce que, dans ce contexte, vous pensez que le 31 octobre prochain, les Ivoiriens pourront aller aux urnes dans la quiétude? Le processus électoral est déjà déclenché et je ne vois en aucun cas ce qui pourrait encore l'arrêter. Nous sommes à 9 jours, jour pour jour, des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et quand on parle d'élections présidentielles, c'est quelque chose que l'on prépare 1 an, 2 ans à l'avance déjà. Tout à fait. Et c'est tout un investissement qu'on ne pourrait remettre en cause, à cause sans doute des passions ou des envies peut-être personnelles de certains politiciens en Côte d'Ivoire. Non. Moi, je voudrais revenir un peu sur la candidature ou bien le boycott de l'opposition. Moi, je crois que quelque part, le bilan du président Ouattara parle en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour le démontrer, M. Aka. On n'a pas besoin d'être là. Les chiffres sont là. Moi, je parle sur la base des chiffres, des résultats. Et le peuple ivoirien, quand même, d'une manière ou d'une autre, peu importe, quel que soit, il est vrai, on ne peut pas satisfaire toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais sentent quand même, le peuple de façon générale sent tout de même que des efforts, d'accord, sont faits depuis 10 ans en Côte d'Ivoire pour essayer donc de rehausser un tant soit peu le niveau de vie des populations, de développer un tant soit peu en infrastructure, etc., la Côte d'Ivoire. C'est le bilan qui parle. Et c'est de ça, pour moi, mon humble avis, que l'autre camp, que le camp adverse a peur. Puisqu'il s'agit d'un bilan à défendre. Le problème, c'est quoi? Un président, ce n'est pas les discours, ce sont des actions qui sont posées. Et ces actions-là, aujourd'hui, qui sont en Côte d'Ivoire, posées par le régime en place. Je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas partisan, je suis juste un analyste, j'observe les choses. Je ne dis pas que Gbagbo n'a pas fait des efforts à son tour. Vous ne pouvez pas avoir un président qui s'installe juste pour faire 2 ans, 5 ans, 10 ans, et qu'on dira qu'il n'a rien fait. Ça n'existe pas. Il faut être ce que nous sommes en politique pour pouvoir le dire. Qu'on le veuille ou non, je crois que même quelque part, en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui... Je ne suis pas RIDP, je suis ivoirien. D'accord. Moi, si je voulais m'inclure, quelque part, j'allais m'inclure dans la logique de la société civile. Okay. Le problème ne marche plus. Le problème est celui-ci, que les gens qui sont en face, qui ne veulent pas que les élections aient lieu, qu'ils viennent avec des arguments, qu'ils aillent aux élections. Moi, ce que je dis, c'est ceci. Pourquoi Bédier, après avoir déposé sa candidature, pourquoi Pascal Affi-N'Guessan, après avoir déposé sa candidature, ils savent déjà que l'orage est déjà là, pour eux et pour leur parti. Okay. Parce qu'ils savent que les élections sont perdues d'avance par rapport à la CEI. Oui. Ce sont les partisans, ce sont les opposants eux-mêmes qui ont claqué la porte. On n'a pas fait démissionner les opposants de la CEI, M. Aka. Non, c'est parce qu'ils savent. Ils ont vu dans les sondages que l'opposition n'a rien à vendre aujourd'hui, n'a rien à vanter et n'aura rien aujourd'hui sous la dent pour convaincre le peuple ivoirien à changer. Oui, mais docteur Boukou, pourquoi claquer les portes? Parce qu'on pense qu'on n'a pas les portes. C'est quand même curieux comme comportement. Je vous retourne la même question. Oui. Est-ce que vous pensez que les élections du 31 octobre prochain seront se passer dans la quiétude en Côte d'Ivoire? Bon, lui, il le dit déjà, il dit que l'opposition n'a pas à convaincre des gens. Donc ceux qui sont en train de manifester en Côte d'Ivoire, et jusqu'à il y a eu 60 morts, c'est des gens que nous sommes allés acheter ailleurs.
Je voudrais lui dire d'abord que, non, comme l'opposition, parce que l'opposition, ça dit si l'opposition n'a pas des gens à convaincre, et ceux qui sont en train de marcher marchent au nom de l'opposition, c'est des gens que nous avons achetés ailleurs, donc ce ne sont pas des Ivoiriens. C'est ce qu'il veut dire. Mais là, il veut dire que c'est faux. Ça, c'est déjà très faux. C'est pour dire que si les choses se passent très mal en Côte d'Ivoire, c'est parce que ceux qui sont là, c'est des Ivoiriens et l'opposition les a convaincus. Et en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'ils disent que le bilan du Ouattara est un bilan extraordinaire. Mais le bilan du Oufoué, on ne peut pas le comparer à quelqu'un. Tous les ponts en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il y a à l'université, tout et tout, ça a été construit par Oufoué. Oufoué est venu, Oufoué a fait un bilan merveilleux. Non, on parle de 2011 à 2020. Oui, mais c'est son temps, c'est celui qui est là. Mais de 2011 à 2020, on ne peut faire le bilan de celui qui est là. On ne peut pas faire le bilan de... Dites-moi, que ce bilan est globalement négatif. Dites-moi. Mais attendez. Dites-moi. Attendez. On n'a pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour le savoir. Les chiffres sont là. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, et le problème que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, Ouattara avec la Côte d'Ivoire, le problème était simple. Nous, on ne mange pas de pont en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Ivoirien, quand il a faim, il regarde un pont, puis il mange, et puis il est rassasié. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Ivoirien qui mange le goudron. Nous, on ne se nourrit pas de goudron. Chez nous, en Côte d'Ivoire, personne ne mange du goudron. Vous voulez que le président Ouattara distribue de l'argent à chaque foyer? Non, je vais dire que... je vais vous dire que... Souk-Gbagbo, on ne mangeait pas de goudron, il faisait sa goudron, mais nous, on mangeait. Sous Bédié, il faisait son goudron, même sous Foubaï. Quand on fait atteindre de construire tous ces ponts-là, et qu'on fait atteindre de construire l'université, il faut construire l'université, les Ivoiriens mangeaient. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les Ivoiriens ne mangent pas. On dit que l'argent travaille. C'est ce qu'on nous dit. Mais où je vais très loin, où je vais très loin. Les Ivoiriens ne mangent pas aujourd'hui sous Ouattara. Où je voulais lui dire certaines choses. Il a dit que nous n'avons pas voulu participer à la CEI. Vous savez, quand ils y étaient, l'opposition y était, mais elle a claqué la porte. Parce que les conditions avec lesquelles ils ont voulu que nous y soyons ne nous arrangent pas. Vous savez, quand nous sommes dans une situation comme telle-là, et que la Côte d'Ivoire sort d'une situation de guerre, qui est presque une guerre civile, et qu'il y a toute une région qui a été matérialisée comme la région de Oué, où il y a eu 30 000 personnes qui sont mortes. Et qu'en Côte d'Ivoire, après les 30 000 personnes, il y a eu 50 000 personnes qui sont mortes, et que des ministres ont été tués froidement chez eux à la maison. Des gendarmes ont été mis dans des conteneurs et ils ont été tués. Vous savez, quand vous venez, vous devez avoir pour préalable un seul point, la réconciliation. Parce qu'en Afrique, la perte d'un homme, c'est un problème. La perte d'un homme, ça se répercute de génération en génération et sur des générations. Oui, sous Gbagbo également, il y a eu des pertes en vies humaines, M. Aka. Mais c'est sous Gbagbo. Sous le règne de Gbagbo, il y a eu des pertes en vies humaines. Doucement. C'est dramatique. C'est sous Gbagbo qu'ils ont tué les 30 000, ouais. C'est pour cela qu'il a la CPI. Et on a dit que ce n'est plus lui qui les a tués. Et on l'a fait sortir. C'est sous Gbagbo qu'il y a eu la post-crise électorale. Oui. Et il y a eu près de 15 000 morts à Abidjan. Et on dit ceux qui sont morts là, ce n'est plus lui qui les a tués. Et qui les a tués alors? Bon, ça c'est un autre débat. C'est encore un problème. C'est sous Gbagbo que dans la progression de la rébellion, ils ont tué près de 30 000 personnes. 20 000 personnes. Et les 20 000 personnes là, on disait que c'est Gbagbo qui les a tués. On l'a pris et on l'a emprisonné pour crime contre l'humanité à la CPI. Pour génocide. Mais M. Aka, parlons du 31 octobre. Non, j'arrive. On a constaté que M. Gbagbo n'est plus le coupable. Donc le coupable reste un coupable mystérieux. Alors, quand vous arrivez dans ce genre de situation-là, ce n'est pas le fait d'organiser des élections. Ils ont mis une commission vérité qui a été dirigée par Charles Kounabani. Il a fait sortir un document. Il a dit tout ce qu'il y a comme vérité. Il a remis au gouvernement. Le gouvernement a trouvé que ces vérités-là sont trop compromettantes. Ils ont pris et ils ont laissé, alors qu'ils ont mis des milliards dedans. On n'a jamais eu le rapport complet. N'a pas été rendu public. Vous voyez? Le deuxième point auquel vous ne faites pas attention, nous sommes en Afrique. Parce que c'est ça. Vous pensez que, les gens pensent que quand ils quittent dans l'école, ils s'en vont fréquenter en Europe et qu'ils viennent, qui disent qu'ils ont des doctorats. Ils n'ont pas les doctorats des Africains, ils ont le doctorat des Blancs. Nous, on a nos cultures. Vous voyez, vous qui êtes là, je le dis, je venais de lui dire, si ton neveu vole ta télévision à la maison, l'enfant de ta grande sœur ou bien ta petite sœur, et que tu le mets à la police, et qu'on trouve qu'il a volé la télévision, on le met en prison, on l'arrête, et on le met devant le juge. Si le juge qui donne 5 ans, c'est lui, il est coupable ou il n'est pas coupable? Naturellement. Il a raison, tu as raison. Si on arrive au village, et que sa maman
constate qu'à cause d'une télévision, tu as mis son enfant en prison pour 5 ans. Tu as raison ou bien tu as tort? Non, c'est une question que tu poses. Tu as raison ou bien tu as tort? C'est une considération purement culturelle. Oui, donc nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous voyez, aujourd'hui, le problème que nous avons là, Ouattara a eu une grosse erreur de pouvoir déposer les Gbagbo et les Blé Goudé à la CPI. Et la même communauté internationale qui est venue les prendre pour les condamner dit qu'ils ne sont pas coupables. On les fait ressortir. Mais la seule chose qui était très importante, c'est de tout faire pour organiser la réconciliation. Vous savez, si la réconciliation est organisée, à partir de la réconciliation, on permet à tout le monde de participer à l'audit de la liste électorale. C'est une proposition que vous faites. Une proposition. Oui. Et lorsqu'ils ont participé, on dit bon, que tout le monde participe aux élections. Oui. Et quand tout le monde participe aux élections, mais en plus de cela, on donne des garanties au clan Ouattara pour dire que vraiment, on sait que certaines choses sont passées, mais il faut passer le courage dessus. Ce n'est pas la peine de faire des poursuites à d'autres personnes après. Moi, je pense que la Côte va aller correctement aux élections. Parce que les gens sont étonnés, on dit, nous allons aux élections. Oui. Mais le 31, il peut y avoir des élections, même 15 personnes peuvent voter. 15 personnes. Toute la Côte n'est pas votée. Si 15 ont voté, les 15 qui ont voté là, ce sont des votants. Oui. Et ce sont des Ivoiriens qui auront voté. Donc ce n'est pas le nombre de votants qui est un problème. Mais le nombre de votants a un caractère de légitimité. Oui. Le nombre de votants a un caractère de légitimité. Non, quand tous les Ivoiriens décident qu'ils sont au moins 5 millions, 6 millions sur la liste électorale et que seulement que 100 personnes votent, on considère que tous les autres qui n'ont pas voté ont suivi le mot d'ordre de l'opposition. Et là, tu as un problème de légitimité. Même quand tu es atteint de gouverner, tu sens que tu ne gouvernes pas un peuple qui est en harmonie avec toi. Voici le problème. Sinon, ce n'est pas le fait d'aller aux élections, que les élections aient lieu ou pas, qui est un souci pour nous. Vous posez un problème sociologique. Et on ne peut pas occulter ces problèmes sociologiques en organisant une société. Écoutez, comme je l'ai dit, dans une république... La société parle de sociologie. Monsieur Aka, je suis d'accord avec vous. Monsieur Aka, écoutez, il n'y a pas cette région au monde où vous n'avez pas d'opposition. Ça n'existe pas. Oui. Dès que vous décidez de gérer la res publica, attendez-vous à ce que, d'office, que vous ayez des partisans qui soient d'accord avec vous et qui soient contre. Ça là, c'est la vie ainsi faite, on ne pourra jamais, jusqu'à la fin des temps, on ne pourra jamais annuler cela, on ne pourra jamais compromettre cela. Oui. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? On ne peut pas avoir un président élu par 100 électeurs et que nous ayons 100% en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Oh. Oui. Monsieur, on dirait qu'il ne connaît pas l'Afrique. C'est un exemple que je donne. C'est une manière de dire. C'est une manière de dire. Nous avons vraiment compris votre préoccupation. Mais je voudrais vous poser une question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette situation? Parce que personne n'est content de cette situation. Non, attention. Oui. Comment vous allez dire que personne n'est content? Attention. Parce que ça chauffe, parce que les gens meurent. Non, attention. Il y a des politiciens qui continuent de manipuler des âmes innocentes en Côte d'Ivoire. Okay, c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Des politiciens, pour assouvir leurs intérêts personnels, continuent de manipuler la jeunesse et que c'est eux qui mettent les enfants des autres dans la rue. Allez-y, tandis que eux sont tapis dans l'ombre à l'Occident, les enfants sont tapis dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités à l'Occident, et ce sont les enfants des autres qu'on demande d'aller servir de bouclier humain. C'est de cela qu'il s'agit. Et je crois que ce qui s'est passé en 2010-2011, la jeunesse ne se fera pas prendre dans ce gros piège de politiciens véreux qui sont là pour défendre leurs intérêts égoïstes. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, les Ivoiriens, vous verrez bien, à mon avis, vous voyez, c'est vrai, il y a des poches de résistance quelque part, je veux parler des fiefs de Laurent Gbagbo, des fiefs de Pascal Affi-N'Guesson et autres. Certes, il y aura des remous dans ces régions-là, des mécontents, etc., parce qu'ils savent que le candidat est un cheval, un cheval non partant, d'accord, pas la volonté du propriétaire, ou même pas la volonté des propriétaires eux-mêmes, qui n'ont pas voulu participer à la course. Pour moi, comment voulez-vous, lors d'un match de football, demander qu'une équipe dise « Permettez-moi de choisir celui qui va arbitrer le match et enlever votre meilleur attaquant ». Moi, je n'ai jamais vu ça lors d'un match de football. C'est ce que l'opposition demande au régime en place, ce qui est quasiment impossible. Nous sommes en politique. Qu'on ne puisse pas demander que les règles du jeu soient changées au cours du jeu, qu'on dise que l'arbitre doit être changé et l'arbitre doit être un partisan des nôtres, d'une équipe qui participe au jeu,
et on demande à l'équipe adverse d'extraire ou de soustraire son meilleur attaquant. Docteur Boukou, c'est quoi la solution que vous proposez? C'est quoi la solution que vous proposez pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Ce que je propose aujourd'hui, si l'opposition, que ce soit la mouvance également, peuvent, je crois que c'est d'hier, nous sommes à 9 jours, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire avant, bien avant cette date. Oui. Les jeux, aujourd'hui, que les deux puissent mettre de l'eau dans leur vin et qu'on puisse participer aux élections et qu'on puisse comprendre que cela est du ressort du passé. Celui qui sortira vainqueur est un Ivoirien, qu'on puisse faire avec. Oui. Et que peut-être après la période électorale, qu'on puisse voir la réconciliation dont il parle, comment cela pourrait être organisé, ces grandes assises. Sinon, avant l'élection, je ne vois pas les grands pions que l'on puisse poser avant Monsieur la période. Le docteur Boukou vient de poser un problème. Il a fait allusion à ces politiciens qui sont tapis dans l'ombre, qui donnent des armes aux jeunes pour aller créer tous ces mouvements que nous voyons aujourd'hui. Est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner que ce soit encore une fois de ceux qu'il avait fait en 2010? Bon, moi je pense que M. Boukou ne sait pas, parce que quand on parle de la FESI, on parle de la Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire. Oui. C'est des gens qui ont des maîtrises, des doctorats, qui sont sur la cité et qui étudient. Et ils sont des doctorats, ils sont encore étudiants? Non, mais ils peuvent faire 3 doctorats. Okay. Il y a des gens qui font 3 doctorats. D'accord. Oui. Et donc, les gens sont des maîtrises. Et donc, c'est rien envisagé étudiant. Oui, donc, attends, je dis que quand on parle de ces gens-là, ce n'est pas des gens qui sont manipulables. Parce que Soro même est sorti de ce milieu-là. Soro n'a même pas encore la maîtrise et puis il est là, il n'est pas manipulable. Charles Blé Goudé n'est pas manipulable. Non, je veux parler des jeunes qu'on met dans la rue aujourd'hui. Les jeunes qu'on met dans la rue, là, sont des gens qui vont à l'école, c'est des étudiants, qui sont étudiants, ils sont à la maison. Mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais lui dire, vous savez, la culture politique est très avancée en Côte d'Ivoire. Oui. Et en Côte d'Ivoire, le taux d'éducation, le niveau d'instruction est très élevé. Ceux qui sont dans la rue et qui manifestent, ce n'est pas des gens qui les mettent dans la rue. Ils sont conscients de la situation et c'est la situation qui les révolte. Vous comprenez? Oui. Parce que ceux qui sont dans la rue, vous ne verrez pas un paysan qui ne sait pas lire et écrire dans la rue. Les paysans qui ne savent pas lire et écrire sont dans les champs de cacao, dans les champs de riz, dans les champs de via, dans les champs de manioc. Monsieur Aka, pourquoi le jour du boycott? Ceux qui sont là, ce sont des intellectuels, ils savent de quoi il s'agit. Le deuxième point, il demande... Non, doucement. Laisse-moi finir. Dites-moi, après le mot de boycott de l'opposition, tous les fonctionnaires ivoiriens sont-ils à la maison? Mais écoutez... Non, je voudrais savoir, tous les fonctionnaires ivoiriens sont-ils à la maison? Laisse-moi finir. Oui. Si les fonctionnaires ivoiriens ont un véhicule pour aller au travail, ils vont aller au travail parce qu'on parle de boycott. Et quand on parle de boycott, les rues sont bloquées. Désobéissance civile? Oui. Qu'est-ce que c'est la désobéissance civile? Je dis, quand il va les véhicules brûlés, civile, c'est quoi? Il va les véhicules brûlés, les véhicules qui ne peuvent pas aller transporter les gens, les syndicats sont à la maison. Celui qui doit aller au travail, s'il n'a pas de véhicule, il fait comment? Est-ce que quelqu'un peut quitter ici, marcher pour aller au travail jusqu'à Calavi et jusqu'à Ouida, et il quitte ici à 6h du matin, marche jusqu'à Ouida, à quelle heure il sera dans son bureau, à quelle heure il va revenir? Ça fait que beaucoup de personnes ne vont pas au bureau présentement. Ça, c'est un cas. Mais je voudrais dire quelque chose qui est très important. C'est vrai, comme il le dit, les élections auront lieu. Ça peut même avoir lieu. Mais je sais que, c'est vrai, vous savez, quand vous dansez seul dans une salle, que vous êtes aveugle, vous lancez vos pieds parce que vous pensez que vous êtes seul. Et lorsqu'il y a une personne à côté de vous qui voit clair, voit que vous dansez très mal, il marche sur votre pied. Alors quand il commence à marcher sur votre pied, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus seul dans la salle. Oui. Donc vous commencez à danser correctement. Oui. Je pense que si vous êtes aveugle, il y a des voyants qui sont à côté de lui, qui vont marcher sur son pied pour lui dire que là où tu nous envoies là, c'est pas bon. Il peut se ressaisir. À 9 jours des élections, on peut se ressaisir si on aime son peuple. Monsieur à 9 jours des élections. Vous supposez quoi? Vous proposez pourquoi votre proposition? Vous voulez que Ouattara dise qu'on arrête le processus? Est-ce que c'est lui qui va dire aujourd'hui ou bien c'est la CEI? Je veux comprendre. Vous savez... Qui peut arrêter le processus, le processus électoral? Généralement, on parle du Conseil constitutionnel indépendant. Oui. Mais au moment où il y a peut-être le président du Conseil constitutionnel indépendant, les autres partis n'étaient pas là. Donc, le président lui-même, le Conseil constitutionnel, la maison peut être indépendant, mais celui qui est là n'est pas indépendant. Donc, celui qui l'a mis là peut lui parler. Ouais, puisque c'est une seule personne. Est-ce qu'il y a des dispositions légales qui prévoient qu'on puisse arrêter le processus électoral en plein cours? Vous savez, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Bon, c'est une sagesse. Nous sommes dans une situation où le pays est atteint de pourrir. Je pense que d'ici jusqu'au soir, nous allons arriver au moins à 80 morts.
on ne peut pas continuer à laisser les Ivoiriens mourir. Donc pour moi, pour ma part, je pense que... Je n'épouse pas votre pessimisme. Je pense qu'il y a deux faits. Je pense qu'il y a deux faits. Et ces deux faits-là... Vous êtes pessimiste vraiment? Oui. Bon, oui, écoutez. Il peut le dire. Écoutez. Il peut le dire. Mais moi, vous êtes pessimiste ou bien vous êtes réaliste? Moi, je suis très réaliste. Non, vous n'êtes pas réaliste en disant ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Oui, mais attends. Non. Je sais comment on tue les gens en Côte d'Ivoire. Non. C'est moi, je suis ivoirien. Non, c'est pas une raison. Je sais comment on tue les gens en Côte d'Ivoire et c'est comme ils sont en train de tuer le peuple ivoirien. Non, vous n'avez pas de preuves. Vous voyez? On a besoin de preuves de ce que vous avancez. Quelles sont vos preuves? Ce que je voudrais dire. Monsieur Aka, quelles sont les preuves de vos affirmations? J'aurais voulu que ceux qui voient. Parce que, tu sais, moi aussi, j'ai un peu mal. J'ai un peu mal pour le président Ouattara. Vous êtes tout ému. Oui, parce que je pense que, pour moi, je suis convaincu que Ouattara est pris en otage par un groupuscule de personnes qui veulent protéger leurs intérêts et qui ont peur d'aller se faire justifier devant la loi internationale et qui pensent que le fait que Ouattara est président, ils sont protégés, ils le prennent en otage. Et le pauvre vieux, il est pris en otage. Il est pris en otage. Et il fonctionne selon le dire de ceux qui l'entourent. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et donc pour moi, si quelqu'un pouvait lui dire, écoute, il faut essayer de mettre Gbagbo, Blé Goudé et Soro Guillaume sur la liste électorale, que tout le monde participe. Avec un casier judiciaire entaché à l'intérieur comme à l'international. Il a évoqué un problème d'arrangement. Non, il peut le dire. Nous sommes en politique. Vous savez, en droit, lorsque la politique rentre en justice, le droit sort par la fenêtre. Ah oui. Oui, en politique, en droit, lorsque la politique rentre en justice, le droit sort par la fenêtre. Vous savez, il y a une situation qui est claire. Parce que quand on dit même que Gbagbo a cassé la BCEAO, c'est lorsque la communauté internationale a dit que Gbagbo n'est plus président et que Gbagbo est resté au pouvoir. L'argent de la BCEAO qu'il a pris pour payer les fonctionnaires, les différents fonctionnaires, les magistrats et autres, tout, leurs salaires, c'est de ça qu'on parle de casse de BCEAO. Ah oui? Oui. Non, doucement, permettez. Oui. Mais ce n'est pas que Gbagbo a pris une hache ou bien Caterpillar pour aller casser la BCEAO. Ceux qui ont cassé la BCEAO, en 2004, lorsque la rébellion a eu lieu, la rébellion a cassé la BCEAO de Korogo. La rébellion est venue, elle a cassé la BCEAO de Boaké. C'est-à-dire, ils sont arrivés, ils ont décodé, ils ont retiré l'argent, ils se sont partagés. Ils ont cassé la BCEAO de Mans. Et vous savez qui était le président, le directeur de la BCEAO? C'était Charles Konabani. La même BCEAO est là. Elle n'a jamais eu porté plainte. Ou bien elle n'a jamais eu à vous apporter plainte contre les locaux de la BCEAO qui ont été cassés d'une manière officielle. Au point où ceux-mêmes qui ont pris l'argent de la BCEAO, le seul argent de la BCEAO, d'autres même sont venus ici, même, on a pris même d'autres même au nord du Togo et au nord du Bénin, dans ce pays. Et les gens sont là, ils ont cassé. On ne parle pas de ces bandits-là, ces grands délinquants qui sont là, qui traînent dans la rue et qui sont même dans le gouvernement parce qu'ils ont cassé la BCEAO. On leur fait des honneurs, ils sont à la BCEAO, ils sont aujourd'hui dans le gouvernement. Personne ne peut être plainte contre eux. Mais parce que, simplement, ils ont dit que Gbagbo n'est pas président et que Gbagbo a pris de l'argent pour continuer à payer les fonctionnaires, il a cassé la BCEAO. Et c'est pour cela qu'il a un casier judiciaire. Mais c'est pour cela que les gens ont peur. Mais c'est cette justice, ça passe à la justice de pouvoir trancher ce que c'est ça que M. Draman, je vais lui dire que c'est cette justice-là qui fait que Ouattara veut briguer un troisième mandat. Parce qu'il sait que quand il part pas avec la justice. Quand lui parle, il part pas avec la justice. Et quand il part pas à la justice, les gars savent ce qui les attend. Mais monsieur Aka, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi la solution selon vous aujourd'hui? Pour moi, je sais qu'ils sont très avancés. Et Ouattara est très avancé pour faire ma charrière. Mais il n'est jamais trop tard pour faire ma charrière. D'accord, merci. Pour moi, je pense qu'il peut permettre à tout le monde de participer à ces élections-là et tout le monde d'un commun accord de faire l'audit de la fiche et du fichier électoral et participer aux élections avec des accords, des garanties qu'on va donner à chaque personne et puis l'accord va rebondir de nouveau de sorte que les haines soient un peu apaisées. Ok. Docteur Bouko, vous estimez qu'on ne peut plus arrêter le processus en Côte d'Ivoire? Oui, je suis en train d'imaginer M. Aka médecin. Oui. Je suis en train de l'imaginer médecin. Oui, mais permettez-moi d'y aller. C'est juste une caricature. Je l'imagine médecin. Oui. Et à qui on apporte un malade, il dit, toi tu vas mourir ce soir avec ce que je vois, tu vas. Mais c'est un truc comme ça qui fait peur. Dès que, vous savez, vous présentez un médecin, ce n'est pas les soins qu'il apporte ou la solution qu'il apporte au médecin, ce n'est pas seulement les soins physiques qu'il administre au médecin et aux patients qui le guérissent.
ce sont les mots. Ce sont les mots d'espoir, les mots doux. Hein. Oui, monsieur Boucaud. Non, je viens. J'ai compris. Je voudrais dire ceci. Oui. Je voudrais vous poser une question. Oui. Vous êtes convaincu que le processus électoral en Côte d'Ivoire, c'est irrémédiable, les élections auront lieu le 31. Il n'y a mais plus question de faire marche arrière. Est-ce que vous n'avez pas peur que, juste après les élections, nous vivions une situation à la guinéenne? Je vous l'ai dit déjà, c'est vrai. Dans aucun pays au monde, on ne peut pas proclamer les résultats d'une élection aussi fondamentale, aussi cruciale, aussi dangereuse comme élection présidentielle et plaire à tout le monde. Ça là, c'est exclu. Vous n'avez pas peur? Moi, c'est ma Non, écoutez, c'est exclu. On ne peut pas plaire. Que ce soit Gbagbo qui soit là, ce qui est clair, ça ne va pas plaire à tout le monde. Forcément. Que ce soit Bédié qui soit là, ça ne plaira pas à tous les Ivoiriens. Oui. Que ce soit M. Aka lui-même qui soit là, ça ne plaira pas à tous les Ivoiriens. Oui. La vie est ainsi faite qu'on puisse le comprendre ainsi en sociologie politique. Oui. Ce qui est là, certes, il y aura des mécontents. Oui. Même si les élections étaient organisées normalement, comme le dit M. Aka, pour lui, peut-être que les élections ne seront pas normales d'organiser les élections dans les conditions actuelles, même si éventuellement on organisait les élections dans toutes les conditions en incluant tous les candidats et qu'on proclamait un seul vainqueur, il y aura toujours de mécontents et de remous quelque part pour dire que les élections sont mal organisées, il y a eu fraude, il y a eu trucage, etc. et des soulèvements et pas si mal. Mais pour moi, je le dis, je vois le verre à moitié plein. Et non à moitié vide. On aura compris, Dr Boucaud. Oui, vous avez dit ce que vous pensez. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des morts, c'est vrai qu'il y a des émeutes à gauche et à droite, mais le souhait, c'est que le 31 octobre au soir, que les élections se passent bien et que le président qui sera issu de cette élection puisse vraiment s'installer pour diriger la Côte d'Ivoire, essayer de régler les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire, apporter la paix, que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa place, qui est une place de choix dans la sous-région. Parce que si nous en parlons sur ce plateau, c'est parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça nous touche. Il y a plein de Béninois en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Togolais en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même une place tournante quand même de l'économie en Afrique de l'Ouest. Et il ne serait pas bien de faire semblant de ne pas sentir que ça fait mal. La fumée, le feu qui est en Côte d'Ivoire, la fumée se sent ici au Bénin. Et c'est pour cette raison que nous sommes vraiment préoccupés par cette situation. C'est vrai, nous ne pouvons pas débattre entièrement de cette question aujourd'hui. Les élections, c'est dans 9 jours. Nous aurons sûrement le temps de revenir sur cette question. Mais pour le moment, je peux retenir qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le processus électoral, il est lancé. Il serait difficile de l'arrêter. Et ce qu'on peut envisager, c'est qu'on aille au bout. Mais que les parties prenantes puissent quand même savoir que l'intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est la Côte d'Ivoire. Les électeurs, c'est la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, après les élections, les gens vont souffrir. Nous avons reçu beaucoup d'Ivoiriens ici en 2011. Nous ne voulons pas que les Ivoiriens reviennent ici. Notre souhait, si les Ivoiriens viennent ici, c'est pour apporter la joie légendaire que nous connaissons aux Ivoiriens. Sinon, que les Béninois aillent faire leurs affaires en Côte d'Ivoire et que la sous-région soit une vraie plate tournante. Nous savons, nous saignons parce qu'aujourd'hui, il y a 2 pays frontaliers de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas vraiment la paix. Le Bénin est un pays frontalier où ça ne va pas. Et notre souhait, c'est que ça s'arrête. Et donc, nous allons souhaiter que les Ivoiriens puissent entendre raison, que le 31 octobre, les gens puissent aller voter dans la paix et que la Côte d'Ivoire redevienne cet éléphant que nous connaissons et que nous respectons. Nous ne voulons pas d'un éléphant qui viendra avec un pied cassé. Vous aurez compris, c'est un message d'espoir que nous lançons. Nous saignons, mais nous avons mal, mais nous voulons le bien. Chers amis internautes, merci d'avoir été là. Restez branchés. Elizabeth TV. Bonjour, c'est vous.